Bonjour Lucille. Bonjour Lucille. Bonjour Lucille. Bonjour Lucille. Chère Lucille. Bonjour Lucille. Salut Lucille. Bonjour Chère Lucille. Lucille. Bonjour Lucille. Bonjour Lucille. Chère Lucille. Salut, c'est Lucille Bélan. Bienvenue dans C'est compliqué, le podcast. Au programme de cet épisode, le témoignage de Lina, parisienne de 21 ans, qui vient de découvrir qu'une de ses amies est raciste et transphobe. En seconde partie d'épisode, nous parlerons d'un sujet qui concerne toutes les personnes en couple, la fréquence des rapports sexuels. Lina a 21 ans et vient d'apprendre, selon ses dires, que son amie est raciste et transphobe. Il faut savoir que cette personne est mon amie depuis une dizaine d'années et nous avons toutes les deux fait la maternelle, le collège et le lycée ensemble. Alors c'est une personne qui a toujours été là pour moi, que ce soit dans mes problèmes relationnels ou encore dans ma relation à moi-même. C'est le confinement qui a révélé leurs différences. À l'occasion d'un dîner, elle m'a évoqué sa transphobie et elle a dit, je cite, que les personnes transsexuelles la déstabilisaient, voire la dégoûtaient. Lina est choquée. Toute la vision que j'avais de cette personne-là, elle s'est effondrée d'un coup, puisque pour moi, il a toujours été inconcevable d'être amie, voire proche de personnes qui avaient ce style de pensée, justement, qui étaient transphobes. Et le débat a continué et au fil du temps, elle a avancé de plus en plus d'arguments racistes, transphobes, qu'ils étaient mis les uns au-dessus des autres et ça en faisait vraiment beaucoup. Et ce jour-là, quelque chose s'est brisé. Cette révélation est en train de transformer leur amitié. Depuis, j'accumule vraiment beaucoup de rancœur, de frustration et aussi d'incompréhension face à cela. Elle me demande ce qu'elle doit faire et s'il est légitime de rejeter quelqu'un qui ne partage pas les mêmes convictions qu'elle. Chère Lina, de mon point de vue, évidemment que le rejet de l'autre est toujours regrettable et que je vais toujours tout faire pour l'éviter. Si j'ai un désaccord profond avec quelqu'un, politique disons-le, puisque toutes ces questions sont politiques, je vais d'abord essayer de comprendre précisément le point de vue de la personne et essayer d'argumenter avec pédagogie dans mon sens. Et puis, si la personne se ferme ou ne cherche pas à entendre raison, je vais m'éloigner petit à petit. Seulement, cela va se jouer vraiment sur des questions spécifiques, sur des prises de position qui me blessent ou qui pourraient blesser des personnes qui me sont chères. Ce que je refuse, ce n'est pas l'altérité, c'est la violence et la haine. Qui est cette personne pour décider que les personnes cis, c'est-à-dire dont le genre ressenti correspond au genre assigné à leur naissance, valent mieux que les personnes trans, ou que les personnes racisées valent moins que d'autres? C'est une position d'exclusion. Une position qu'on ne peut avoir que quand on est privilégié, et qu'on ne cherche pas à se mettre à la place des autres, à comprendre leurs oppressions. Ce sont les seules opinions qu'en tant que personne, je refuse. Celles qui relèvent du manque de curiosité pour l'autre, du manque d'empathie, voire de la déconnexion aux expériences des autres. En tant que femme blanche, cisgenre, je pourrais n'en avoir rien à faire, ou décider que c'est un détail et pas mon problème. Mais je refuse ces postures de haine. Et je crois aussi, mais c'est très personnel, que quand on ose défendre cette position en public, alors on s'expose à se faire rejeter à son tour. Je crois que c'est une posture de privilégié aussi, de s'en foutre, et je refuse d'être cette personne. Je ne juge pas celles et ceux qui préféreront le confort de ne jamais en reparler et de se focaliser sur les souvenirs, les bons moments, les autres sujets de conversation plus faciles. Mais moi, je refuse d'avoir dans ma vie des personnes qui rejettent par méconnaissance et qui refusent d'apprendre. À vous de voir qui vous êtes, quelle position vous voulez avoir. Mais je crois que rejeter cette violence ne fera pas de vous une mauvaise personne. Et que vous pouvez toujours, avant toute prise de décision, essayer d'avoir une discussion posée avec votre ami. Même si c'est compliqué, on peut toujours en parler. Et toi, combien tu baises? C'est notre thème du jour. Parmi toutes les conversations sexuelles qu'on peut avoir avec ses amis, celle de la fréquence sexuelle semble un peu tabou. Ah ça, c'est sûr qu'on en a des blagues à faire sur ces looses en sodomie ou sur la fois où on a tenté un plan à 3. Mais quand il est question de fréquence, on reste assez silencieux. On n'entend jamais « vous le faites tous les combien ?» Ou alors on n'en parle que quand il y a un problème,
quand on souffre, quand on a un doute. On dit « Tu trouves ça normal, toi ?» un peu en chuchotant. On a honte souvent. Parce que notre fréquence sexuelle s'inscrit dans des normes statistiques et aussi dans nos croyances. On imagine qu'il y a un chiffre en dessous duquel on est dans les clous. Et puis au-dessus, on serait chanceux ou chanceuse. Combien tu baises, ça veut dire aussi un peu comment tu baises. Et puis ça en dit beaucoup de toi, de ta disponibilité mentale et physique, de la crise que tu traverses peut-être, ou de la lune de miel au contraire. C'est du domaine de l'intime, et puis c'est difficile d'en rire aussi facilement que du reste. J'ai été mariée 2 fois avec des hommes, des relations longues. Et je me souviens comme cette question de la fréquence sexuelle revenait souvent. Les phases de disette, je m'en voulais de ne pas avoir réussi à avoir ce marqueur de bonne santé du couple. En couple hétérosexuel, on passe son temps à se demander si on fait assez l'amour. Et on s'interroge beaucoup moins sur les raisons. Il semble en plus qu'il y ait des passages obligés, des baisses de libido générales. Si on croit les titres des journaux féminins qui appellent à relancer la flamme à coups de conseils en lingerie et en position sexuelle excentrique. Alors pourquoi on essaye quand même de faire du chiffre ? Pourquoi on se force ? Pourquoi on en fait une charge mentale alors qu'il n'est question au départ que de partage et de bien-être ? Pourquoi les bons moments théoriques deviennent des lignes cochées dans nos to-do lists ? Angela Bono, sexologue et créatrice du compte Instagram Sexo Eros, refuse cette norme de la fréquence sexuelle et explique pourquoi on se pose toutes ces questions une fois que le couple est installé. Non, il n'y a pas vraiment de norme de fréquence sexuelle, même il n'y en a pas. En fait, c'est surtout une référence de fréquence qui rassure, mais en fait, c'est surtout une question de priorité, de choix, de ce qui nous fait du bien ou non. Et il est fréquent comme référence d'avoir les débuts de relations où il y a une tension sexuelle assez forte qui est liée à la nouveauté, à la fusion du début du couple. Mais en fait seulement la fusion ne peut pas durer pour que le couple s'installe dans le temps et que les individus en fait soient autonomes et se retrouvent pleinement l'un et l'autre. Et c'est pour ça que la fréquence en fait peut être amenée à diminuer au fur et à mesure que le couple s'installe. C'est pas forcément le cas, mais en tout cas ça peut être c'est assez majoritaire comme tendance, mais c'est tout à fait normal pour l'équilibre. Et c'est plutôt de trouver l'équilibre de chaque couple et qui convient aux deux partenaires. Et d'abord, est-ce qu'on peut être heureux et heureuse en ne faisant pas ou en faisant peu l'amour ? Alors oui, on peut être heureux et heureuse en ne faisant pas ou peu l'amour, si on y porte assez peu d'intérêt, qu'on n'y voit pas trop d'utilité dans notre bien-être, ou même si c'est douloureux ou c'est vu comme une corvée, une charge en plus. Forcément, ça nous rendra pas heureux ou heureuse de devoir faire du sexe et on s'en portera très bien sans sexe. Après, il y a des phases dans nos vies, dans nos envies et aussi dans les envies du couple. Et si l'un souhaite une vie sexuelle et il se sent aimé dans cette activité-là, ça risque de ne pas nous rendre heureux ou heureuses, ou en tout cas au moins une des personnes du couple, et ça va déséquilibrer évidemment le couple. Et la sexualité, c'est se sentir désiré et être désiré, et c'est un élément fort en fait quand même dans notre sociabilité et dans le lien amoureux. Donc on peut pas dire que le sexe ne joue pas de rôle. Il joue vraiment un rôle dans notre bien-être, mais à différentes échelles, selon nos histoires de vie, nos références et encore une fois nos envies sur le moment. Si le désir n'est pas là et qu'aucune souffrance autre que la pression sociale ne se fait sentir, alors rien ne vous oblige à rentrer dans une case. La période peut durer quelques semaines à quelques mois, si vous en avez besoin. C'est comme ça. La problématique se pose souvent dans le couple, quand les deux partenaires ne sont plus sur la même fréquence. Là, tout est question de déconstruction. Comme la jalousie, l'exclusivité sexuelle absolue est un cliché de l'amour hétérosexuel. Il y a, et heureusement, beaucoup d'autres manières plus saines d'exprimer son amour à l'autre que de se contraindre à faire du sexe avec lui ou elle quand on n'a pas la tête à ça. C'est vrai qu'on pense que faire beaucoup l'amour, c'est un signe que le couple va bien, et c'est vu comme un pilier principal, et ça peut en être un. En tout cas, c'est un pilier assez principal dans la création du lien amoureux, du lien du couple, puisque c'est la seule relation dans laquelle, a priori, il y a cette intimité, cette sexualité.
mais ça peut être aussi utilisé dans des relations ludiques, entre amis aussi. Mais en tout cas, la majorité du temps, la sexualité est utilisée dans le lien amoureux, et c'est vrai que c'est un référentiel pour savoir si oui ou non le couple se porte bien. Et en fait, voilà, le désir, la passion amène de l'ocytocine et donc de l'attachement. Ça nous fait vivre des moments forts et intimes et qui sont aussi source de bien-être. Et ça nous fait du bien. Et parfois, en fait, le besoin de réassurance est dysfonctionnel, et la fréquence de la sexualité est vue en fait comme un baromètre du couple. Et s'il n'y a pas assez de sexualité, alors ça veut dire que l'autre ne nous aime pas, que l'autre nous met à distance, alors que pas forcément. En fait, c'est même naturel que nos vies sexuelles continuent à se jouer en dehors du couple. En solo ou à plus, rien ne nous oblige dans le contrat moral du couple à tout, absolument tout partager. Quand on a le consentement de son ou sa partenaire, évidemment. Que vous ayez une absence de désir ou au contraire un désir qui n'intéresse pas du tout l'autre, vous n'avez pas à faire des sacrifices ou à vous contraindre. Il y a des points sur lesquels il est naturel de faire des compromis quand on veut construire quelque chose avec quelqu'un, mais le sexe n'en est pas un. Si on n'est pas heureux ou heureuse avec sa vie sexuelle, c'est d'abord à nous de travailler dessus, de faire des ajustements, de tenter des expériences, sans faire peser la charge sur la personne avec qui on partage notre vie. Si je me nourrissais de spaghettis avec mon conjoint tous les soirs, je ne lui ferais pas la gueule sans rien dire jusqu'au ressentiment, juste parce que j'en ai marre du régime spaghetti et que je considérais que c'est de sa faute. Sur mon temps libre, j'irais manger des salades, des omelettes ou des plateaux de fruits de mer, et puis même des fois, certains soirs avec lui, je proposerais de faire des lasagnes, qu'il aurait le droit de refuser ou pas. Ainsi, maîtresse de mon régime alimentaire et de mes plaisirs gustatifs, j'apprécierais mieux les délicieux spaghettis qu'il me propose. Parce que mon plaisir, c'est avant tout mon affaire. Je vous laisse rapporter cette métaphore de gourmet au sexe. Changez de regard sur vos attentes et vos désirs en matière de sexualité. Pensez à votre fréquence sexuelle à vous, au lieu de psychoter sur celle de votre couple. Prenez enfin le plaisir dont vous avez envie, quand vous en avez envie. C'était C'est compliqué le podcast. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker ou envoyer un commentaire. Pour participer à ce podcast et partager vos témoignages, vous pouvez vous enregistrer et nous envoyer ce message par mail à c'estcompliqué@slate.fr ou nous envoyer un message vocal par WhatsApp au 07 61 76 74 01. C'est compliqué est un podcast de Lucille Bélan, produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Caron et de Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, réalisation et montage, Aurélie Rodriguez.